tout se fait par les armes. C'est pourquoi les universités suisses étaient les plus florissantes, parce que c'était pillé avec le pognon de guerre, du sang. Et comment les banques suisses ont commencé par exister. Ce n'était pas seulement les droits de passage. Il y avait naturellement le droit de passage. Si on voulait passer de Bourgogne ou de Paris en Italie, naturellement, il fallait payer le droit de passage, ça c'est normal. Mais aussi, on louait les maîtrises de combat, c'est-à-dire on était le plus efficace dans le meurtre. Essayez d'enseigner ça maintenant dans une université suisse, même si vous êtes un professeur universitaire, vous allez dégager d'un coup. Hein? Parce qu'on est riche parce qu'on vend du chocolat et du Rolex. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, bonjour Anatoly, bienvenue à nouveau, ça me fait plaisir de te voir et de parler avec toi. Bonjour, bonsoir Piero, bonsoir chers spectateurs. Ravi de vous revoir, ça fait environ 6 mois qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne, donc il s'est passé des choses pendant ce temps-là, on va peut-être aborder quelques sujets à ce propos. Ce qui nous a donné l'opportunité outre le plaisir de parler de par ailleurs aujourd'hui, est l'incroyable nouvelle il y a la semaine dernière où en fait l'État russe aurait assassiné quelqu'un qui est absolument inoffensif dans ses propres prisons. Et de manière à coïncider parfaitement avec une réunion de l'OTAN. Cette nouvelle de la mort de cet opposant politique et prisonnier de droit commun qui était ce monsieur Navalny en Russie a fait les gorges de chaude des journaux pendant une semaine avant que la prochaine nouvelle prenne le dessus. Mais on en a discuté un petit peu et ça se lie avec les annonces récentes peut-être que la drogue qui était fournie était de mauvaise qualité, mais enfin les annonces récentes d'un certain président de la République, tout d'un coup de vouloir quasiment partir en guerre et d'envoyer la glorieuse et immense armée française qui doit avoir au moins 10 000 combattants de nos jours sur les steppes d'Ukraine. Tu as vu une analyse assez percutante, j'ai trouvé. Comment tu vois ce soi-disant assassinat en tout cas, ils sont très forts. Ils savent que quelqu'un est assassiné avant même que le corps se refroidisse. C'est incroyable. Ben écoute, Pierrot, écoutez, chers spectateurs, c'est vrai que la mort de M. Navalny en prison, déjà, ne réjouissons pas. C'est une triste nouvelle parce que il ne faut pas être content que quelqu'un qui soit mort. C'est très dommage. Badinter en France, quand même, hein, là, qui rôtisse en enfer le plus longtemps possible. Moi, j'étais content. Moi, non. Ou alors peut-être, voilà. Certains théologiens, leur enfer a commencé déjà sur Terre. Donc, écoutez, désolé de l'interruption. C'est une non-nouvelle en ce qui concerne Navalny. Extrêmement rigolo de voir comment tout le monde s'enflamme pour cette personne dont il n'arrive même pas à prononcer le nom. J'ai parcouru récemment l'Italie du Nord. Alors, l'establishment de chacune de ces belles cités représentant tous de gauche, naturellement, sont sortis à crier leur désespoir face au pouvoir russe. Et ça se voyait bien que, bon, je les ai visités, je les ai même vus crier à Padoue, à Verona et à Venise, à Venise. Donc, ça a duré très brièvement, ils étaient tous filmés, donc de cette façon qu'on puisse voir qu'ils sont nombreux. Mais ça se voyait bien que ce nom de Navalny, ils le prononçaient pour la première fois dans leur vie. Et c'était aussi drôle, puis-je dire que, par exemple, voir à la fin du mois de février de 2022, c'est-à-dire il y a 2 ans,
tout le monde soudain s'enflammait pour le pays dont il n'arrivait même pas à se situer sur la carte, qui est l'Ukraine. Donc, ils apprenaient tout de suite, tous les membres de ces élites, qu'ils sont pour la liberté de ces pays. Bon. Donc, et effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de Navalny? C'est un échantillon de la destruction de notre Occident et de notre civilisation. C'est exactement comme cette guerre que mène, ou la guerre chaude que mène l'Occident pour son autodestruction contre le monde russe, exactement comme cette guerre de sexe qu'on a instaurée. Oui, tout ça, c'est en quelque sorte, si je peux utiliser la terminologie nietzschéenne, la glorification, autoglorification du dernier homme. C'est une baisse hormonale atroce de l'humanité occidentale, l'humanité blanche. Et bon, on se saisit naturellement de chaque occasion pour fabriquer cette nouvelle troisième, peut-on dire comme ça, si on calcule officiellement, guerre mondiale vers laquelle on pousse l'Occident. Dans cet article que tu as lu en langue française, qui est paru aujourd'hui à Paris chez Strategica, je décris ce qui se passe et comme vous, comme chers spectateurs pourront voir, j'analyse pour cela, c'est-à-dire je prédis en quelque sorte dans mes lignes ce que dirait Macron récemment à propos d'un éventuel envoi de troupes occidentales françaises en Ukraine pour périr. Qu'est-ce que je fais pour cela? J'ai analysé étymologiquement son discours, ses vœux pour l'année 2024 et j'ai prédit qu'en fait, il prépare les Français dans ce vœu à la guerre sur les cadavres des Ukrainiens, parce que naturellement, il ne va pas suffire tous les Ukrainiens pour... oui, de façon très habile, oui, on a mené la partie occidentale du monde russe contre sa partie orientale. Et qu'est-ce que vous voulez? Et oui, j'ai révélé dans son discours de vœux de l'année 2024 ces trois termes. Il y a toujours trois mots-clés chez ces robots. Donc, c'est le réarmement. J'ai tout de suite conclu que ce serait contre le monde russe. La planification, c'est-à-dire la planification écologique comme, disons, une nouvelle religion écologique, naturellement, qu'on essaie de structurer, utilisant les termes environnement, écologie, mais jamais la nature, c'est horrible. Et oui. Et donc, cette planification, et cet état de guerre était prédit en quelque sorte par le président français. Et je dis, attendez, les déclarations de guerre vont subvenir assez rapidement. Et j'ai envoyé cet article à la rédaction parisienne, à cette Strategica au début du mois de février. Et ils l'ont publié précisément lorsque le sujet de mon analyse, Macron, a approuvé ce que je prédis. Ces robots sont assez faciles à analyser. Par exemple, ce qui se passe actuellement avec Navalny, si moi, par exemple, quand j'analyse ce fait pour le monde russe, j'ai mis en parallèle la guerre au Kosovo. C'est-à-dire, c'était en quelque sorte ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Les répétitions, c'était les Kosovars, c'est une nouvelle invention, c'est-à-dire les Albanais et les Serbes. On a fait une belle répétition, on a amené le Milosevic, qui est Milosevic, comme on dit en français. En fait, il voulait négocier tout le temps. Il négociait jusqu'à sa cellule à La Haye. Et donc,
en fait, en mettant en parallèle ce qui se passe, la guerre du Kosovo, on rejoue constamment, on trouvait à l'époque tous ces Navalny, toutes ces victimes horribles, albanaises naturellement, dont tous ces charniers qu'on n'a jamais trouvés. Et maintenant, depuis le février 2022, on rejoue cela à l'est de la Russie, de façon nettement plus habile. Il faut bien admettre, avec le financement de l'Union européenne et des peuples européens, peut-on dire, certaines puissances occidentales supranationales mènent une guerre contre les restes d'un monde traditionnel. Je dis traditionnel, pas du tout parce que, naturellement, il y a toujours des explosions, on va me trouver les personnages du monde proches du gouvernement russe qui ne sont pas traditionnels. Non, je le répète encore une fois, car la pédagogie, c'est la répétition. Le monde russe a inscrit la tradition dans sa constitution, c'est-à-dire ils élèvent, ils sélectionnent les futures élites de son pays d'après un schéma traditionnaliste qui est devenu institutionnel. Et donc, on a en quelque sorte renversé le côté occidental de cet univers, en inventant en quelque sorte une histoire ukrainienne, une grande civilisation ukrainienne, exactement comme durant les années 90 du siècle dernier, on a inventé ce grand État kosovo-albanais. On a pris le berceau du peuple serbe et on a instauré là-bas une population tout autre qui n'a jamais vécu là-bas traditionnellement. Et donc, on a instauré une nouvelle mythologie, et exactement le même establishment. D'ailleurs, très drôle de voir des anti-musulmans féroces, actuellement anti-russes, de rejouer le rôle qui pro-musulman d'il y a 23, 24, 25 ans peut-être, en 1999, quand la guerre contre les Serbies faisait rage, il rejoue exactement le même rôle, avec quasi exactement le même discours. Tout simplement, à l'époque, c'était pro-albanais et anti-serbe, avec un tas de Navalny dans le monde serbe auprès de Milosevic qu'il fallait plaindre. Eh bien, maintenant, c'est la même chose. Donc, voilà. Et pour revenir brièvement à ce qui est ce Navalny, oui, effectivement, j'ai commis quelques articles en langue française à son propos, c'est chez Riposte Laïque, que ça a été publié encore en 2018, et où j'ai mis à l'épingle, l'article est toujours disponible en langue française, le 2 poids 2 mesures assez comique, parce que ce qui font cet establishment qui était sélectionné, qui ne se maîtrise pas en fait, c'est selon l'expression russe, правая рука не знает, что делает левая. Le bras gauche ne sait pas ce qu'il fait le bras droit. Donc en fait, en quelque sorte, Navalny, qui ne savait pas que foutre en 2018, il me semble, il s'est attaqué en voulant attaquer le monde russe, il s'est attaqué à un oligarque russe pro-occidental. Et donc, c'était 2018, c'est-à-dire 4 ans avant le début de la guerre, de la guerre russo-ukrainienne actuelle. Et donc, je mis à l'épingle, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Navalny, qui est coqueluche de la société occidentale, il s'attaque à un multimilliardaire Prokhorov, lequel est en quelque sorte le bras droit de l'Occident en Russie. Regardez, et en plus, il l'accuse d'une corruption. Et comment ça se fait que M. Prokhorov, qui est le chevalier de la Légion d'honneur, reçu des bras de M. Sarkozy, lequel M. Sarkozy, en 2006, avait mis M. Prokhorov en prison, quand M. Sarkozy était le ministre des flics français. Donc, à Courchevel, il a chopé ce Prokhorov, il l'avait mis en tôle à Lyon. Et après, quelques années plus tard, il avait remis, déjà en étant président français, il avait remis la Légion d'honneur. Donc maintenant, comment
comment ça se fait que le coqueluche de l'Occident, qui Navalny, accuse Prokhorov d'être corrompu? Comment ça se fait qu'à l'Institut de la Légion d'honneur à Paris, il n'y a pas d'enquête tout de suite ouverte pour dischoir M. Prokhorov éventuellement de sa Légion d'honneur? Naturellement, bon, ici, je fais une conférence en Suisse à ce propos. On a écrit une lettre collective à l'Institut de Légion d'honneur à Paris. Mais qu'est-ce qui se passe? Naturellement, sous les formes assez comiques, il n'y avait pas de réponse. Et effectivement, on a étouffé cette affaire parce que on ne sait pas s'organiser correctement. C'est assez ridicule, naturellement. À partir de 2022, M. Mikhail Prokhorov a trouvé les mêmes origines hébraïques que moi et il est parti tout de suite en Israël. Donc maintenant, il n'est plus du tout, je dirais, il est toujours citoyen russe, mais aussi israélien. Et chez nous, en Suisse alémanique, à ces propos, était le deuxième micro-scandale assez drôle que j'ai rendu public, naturellement, auprès de certaines puissances en Russie, parce qu'au moment des premières sanctions, nos journalistes suisses alémaniques de Bâle ont retrouvé l'avion, le jet de M. Prokhorov chez nous à l'aéroport de Bâle. Et donc, ils ont dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Les sanctions contre ce monsieur devraient être en cours. Donc, ils ne savaient pas encore qu'il était parti il partirait seulement dans quelques semaines. Et donc, pourquoi il n'y a pas de sanctions contre ces biens qui sont sur notre sol? Bah, je dis tout de suite, je prédis comme ça, toujours de façon comique, parce qu'on ne peut pas parler avec ces gens-là sérieusement. Bah, écoutez, on va arranger cette affaire et ces grands oligarques qui devraient tomber sous les sanctions, ils ne tomberont pas. Chez nous, en Suisse, regardez, c'était passé à la télévision suisse en langue allemande, en Schweizerdeutsch, le 9 mars de 2022. Donc, un peu de 2 semaines après le début des hostilités en Ukraine. Voilà, et donc en fait on s'arrange toujours, et en fait ce sont les personnages assez comiques, mais comme vous savez, tous les démons qui peuvent paraître parfois comiques, ils commettent les actes atroces au bout de compte. Il fallait seulement un Goethe qui disait par la bouche de Méphistophélès, je suis le parti des parties, les séquences des séquences du mal éternel, Beose qui fait qui fait du mal, mais quand même finit par faire du bien. Mais finalement, moi je pense que Goethe, on cite toujours cette présentation de Méphistophélès comme quelque chose qui est tangible, mais je pense qu'il se trompait, comme d'ailleurs Goethe, comme sur plusieurs choses. Et non, je pense que quand même leur action est destructrice. Et ce que nous vivons est actuellement assez tragique. Et par exemple, ici en Suisse, je fais une conférence il y a quelques semaines sur ce qui c'est Navalny, parce que bon, il était malade. Et il y avait un scandale autour de lui, qu'il avait sa maladie. Donc, et pour cela, on lui faisait venir toutes sortes de médecins. Et donc, il y avait un spectacle assez immonde, comment sa femme, officielle, son épouse, qui couchait avec tout le monde publiquement, hein, c'était ses amants officiels en Espagne, et comment M. Navalny, c'est normal, il est enfermé, donc on l'a enfermé avec sa médecin qu'on lui avait fait venir, et donc tout le monde savait que cette relation avec cette dame médecin était, en même temps, vous savez à quoi ça se mène dans les lieux d'incarcération, et par la suite, quand elle sortait, elle racontait des choses atroces sur son état de santé, et en même temps, il était effectivement de mauvaise santé. Actuellement, on a rendu son corps à sa mère, donc ça fait plusieurs jours, on peut faire les analyses qu'on veut. Donc oui, il était mort parce qu'il était enfermé, et je vous assure que les lieux d'incarcération ne sont agréables à supporter ni en France. La France est constamment condamnée par les mêmes cours à Strasbourg
pour la façon d'incarcérer les gens. En Russie, je vous assure que ce n'est pas une partie de plaisir non plus. Voilà, en plus, un grand pays, donc il était envoyé dans un État du Nord. Voilà, mais aussi, là, tu avais bien eu raison de le préciser, c'est aussi un condamné de droit commun. C'est Yves Rocher, l'entreprise française, que lui, son frère ont incarcéré, excuse-moi, escroqué, et pourquoi ils n'ont pas été incarcérés dès l'époque, c'est-à-dire son frère aîné effectivement a été en prison, tandis que son frère cadet, donc celui qu'on connaît comme Navalny, il a eu du sursis. Et donc, en étant sous le sursis en Russie, il pouvait voyager à travers le monde, faire les conférences que vous imaginez. Maintenant, un monsieur avec qui j'étais en correspondance, en français, qui est monsieur Vincent Renoir, il est rentré de l'Écosse. Et donc, vous imaginez, bon, il est maintenant en liberté, mais chaque semaine, il doit se rendre au commissariat, etc. Tandis que le terrorisme russe a permis à son pire adversaire non seulement de se présenter à des élections, tantôt à la mairie de Moscou, tantôt à la présidence, il était encore sous l'état d'être condamné pénalement en sursis. Donc voilà, il y avait vraiment des protecteurs assez terribles, assez puissants. Et puis, voilà. Et c'est vraiment très important et que par la suite, il se retrouvait en prison. Mais je vais seulement finir par quelque chose parce que je sais que les soi-disant nationalistes, certains, pas tous, heureusement, nationalistes occidentaux, s'attaquent à ceux qui ont fait condamner M. Navalny. Et ils disent que c'est pour le bien de la blanchité, de la race blanche. Voilà. Mais ne l'oublions pas, puisque moi, je me sens très bien dans ce milieu et je les connais, non seulement en France, non seulement en Russie, mais aussi en Scandinavie, aussi en Allemagne. Et donc, pendant des années, chaque hiver, je suis allé dans une ville turque bien connue, Mahmoudlar. Et dans cette ville, encore avant toutes ces hostilités, j'ai donné les conférences parce que M. Erdogan a permis les réunions de ces personnalités qui étaient condamnées, poursuivies dans leur pays européen, de se retrouver au bord de la mer, vivre correctement tant qu'ils ne s'attaquaient pas à cet nouvel empire néo-ottoman. C'est très sage, c'est qu'en Occident, on n'arrive pas à faire. Et donc, j'intervenais. Ils savaient que je suis juif, mais c'était très drôle. C'est-à-dire ils ont reçu en quelque sorte asile non officiel, bien que la puissance musulmane, bon, avec tout l'héritage d'Atatürk, les offraient cet asile et ils savaient que dans leurs pays successifs, ils s'attaquaient aux musulmans. Donc c'était une situation assez drôle. Donc j'intervenais devant eux. Et dans ces milieux de nationalistes occidentaux, poursuivis dans leur pays, Navalny était détesté. Hein? C'est très important de le dire. Pourquoi? Parce qu'en 2007, il a écrit une dénonciation au parquet russe contre un célèbre national-socialiste russe qui s'appelait Martsenkevitch et qui était mort lui aussi en prison russe. Donc ce n'est pas un lieu extrêmement gentil. Hein. Et à l'époque, je suis intervenu en Occident pour expliquer l'action de ce monsieur Martsenkevitch en Russie. Eh bien, tout le monde savait que c'est monsieur Navalny qui a dénoncé le nationaliste russe Martsenkevitch, lequel se retrouvait en prison bien en 2007, me semble-t-il, et qui aussi, d'une condamnation interne à l'autre, exactement comme est arrivé plus tard à Navalny, a été mort en prison.
Donc, en quelque sorte, ce qu'on dit dans les milieux de nationalistes de longue slave, ce qui est arrivé à Navalny, c'est un peu, en quelque sorte, le retour de boomerang qu'il a fait subir à un nationaliste blanc russe. Et je vous assure que quand j'intervenais en Turquie, c'était quasi tous les hivers que je suis là, allé à Mokhmutlar avant ces hostilités en Ukraine, parce que après ça a devenu impossible, puisqu'il y avait une telle fuite d'Ukrainiens vers la Turquie qui ne veulent pas faire la guerre, que les prix de l'immobilier sont montés au bord de la mer en Turquie, et tous ces nationalistes européens ne pouvant plus payer c'était extrêmement bon marché. On trouvait un 2 pièces avec une vue sur la mer pour $400, 400 euros, quoi. Voilà, et donc, par mois. Et donc, ils ont dû quitter, et donc il n'y a plus de cette communauté de blancs exilés dans cette belle ville de Makhmutlar. Et donc, oui, et effectivement, Navalny était connu dans ces milieux de nationalistes blancs exilés en Turquie comme quelqu'un qui est détestable, qui est en fait un indique de la police qui a écrit une dénonciation, suite à quoi le Marcinkiewicz a été incarcéré et puis mort en prison. C'est une conclusion de mon speech. En tout cas, on remarque une hypocrisie quand même incroyable en Occident, alors que les États-Unis ont toujours Guantanamo qui est ouvert, que des gens qui n'ont absolument rien fait le 6 janvier 2021 sont en prison aujourd'hui, alors que Julian Assange est malade et aussi finalement quasiment incarcéré depuis de nombreuses années à Londres. Ce deux poids, deux mesures, évidemment, n'existe pas quand les pays sont en guerre, dans des pays qui sont en conflit, mais il est tellement flagrant à l'époque où on a Internet, à l'époque où on peut aller se renseigner. C'est autre chose que la propagande des années 30, 40 ou 50, où on était obligé de croire ce qu'on nous disait, parce qu'il n'y avait pas de sources alternatives ou très difficilement. Donc j'ai l'impression que nous sommes un peu comme en Union soviétique où on a... enfin, les gouvernements qui dirigent l'Occident ont des techniques de mensonges permanentes, mais sur des populations qui peuvent se renseigner et pour lesquelles dévoiler ce mensonge est permanent. Et donc, au bout d'un moment, on n'a plus tellement de motivation. Et ce qui m'amène à penser qu'une éventuelle mobilisation de pays occidentaux pour aller combattre la Russie va pas avoir beaucoup de succès. Et on sait très bien que les armées qui vont combattre sous la force, pour peu que ça puisse exister, et puis on imagine, moi j'imagine des Européens aller se battre avec quoi? Avec des bâtons, avec des cailloux, parce qu'on n'a plus d'usines d'armement performantes, quelques-unes, mais pas pour équiper en masse des armées. On n'a pas les infrastructures, on les a démantelées déjà il y a longtemps pour former des armées modernes. Donc, à la fin, on va envoyer qui? Des militants pro-LGBT qui n'aiment pas Poutine? Mais allez-y. Mais les gens solides, ils n'ont juste plus envie de se battre pour ces États horribles, enfin, du moins je l'espère, et qui sont en Occident. Alors, ma question, après ce petit monologue, mais ma question serait... ne pourrait-on pas voir une stratégie en fait assez finaude? Parce qu'on remarque que c'est la France et l'Angleterre et le Royaume-Uni qui sont poussés et qui mènent l'OTAN. Ne pourrait-on pas voir les États-Unis, qui sont toujours un peu perfides, dire allez-y, provoquez la guerre, à la limite, allez en guerre, et puis au moment où la guerre se déclenche, les États-Unis dire ah mais non, nous ne voulons pas escalader, c'est un problème entre la France et la Russie. Je pense qu'ils avaient essayé au début avec l'Angleterre, mais comme les missiles nucléaires visiblement britanniques n'ont pas l'air de fonctionner, que leurs sous-marins ils vont couler s'ils essaient de faire quelque chose, j'ai l'impression qu'ils sont en train de pousser la France pour aller au casse-pipe. Et puis, tu parlais de la préservation de la race blanche. Moi, je remarque que pour l'instant, c'est presque 1 million d'Ukrainiens qui ont été exterminés.
d'une manière ou d'une autre, pas tous morts, mais enfin, ils sont tellement déchiquetés, blessés, que c'est comme s'ils n'étaient plus là. Et qu'envoyer la France et peut-être lancer une guerre nucléaire entre la Russie et quelques pays européens, ce serait pour une troisième fois une sorte de semi- ou mini-génocide des Européens, qui sont encore, pour pas longtemps, mais qui sont encore une majorité dans leur propre pays, pour peut-être faire place nette pour une autre forme de nouvel ordre mondial qui serait un peu plus multicolore, on va dire. C'est moi qui délire ou... Ben, moi, je suis beaucoup plus pessimiste que toi, Pierre. Ce qui me passionne vraiment depuis des années, c'est après avoir connu le monde politique, journalistique, industriel et universitaire de tels pays tels que la Suède, la Suisse. Et d'ailleurs, je m'adresse à les élites suisses quand je parle. Je pense que c'est quasi unique élite qui peuvent encore, sur le plan local, faire quelque chose. Je parle également de l'Italie, ben, de la France, naturellement, on pense, mais je ne m'adresse plus à la France parce que je pense que c'est un désespoir total. Chaque fois que je parle, on pense, il y a ceux qui entourent le clan Le Pen, ils disent, ah, Monsieur Livry parle de nous. Après, il y a l'autre, mon corréligionnaire hébraïque, Monsieur Zemmour, donc autour de lui, j'entends les exclamations, bah, Monsieur Livry, vous parlez de nous. Bah non, non. Moi, je suis vraiment extrêmement pessimiste, beaucoup plus pessimiste, parce que d'après ma thèse de doctorat que j'ai fait à l'université de Nice, que j'ai soutenue sur Nietzsche, eh bien, je pense que j'ai approfondi ce sujet nietzschéen qui est la sélection de l'être humain, de homo prétendu sapiens, une sapience, une sagesse. Bah, je pense que depuis plusieurs générations, enfin, depuis le 1944 pour la France, pour le monde germanique slave, c'est 1945, le mois de mai. Je pense qu'il y a une certaine sélection qui s'opère. Vraiment une sélection, ce que les spécialistes appellent le cerebral sorting. Donc, j'ai parcouru pas mal de facultés de médecine, d'anthropologie depuis, de façon en chair et en os. J'ai suivi les séminaires des professeurs illustres online également, tant dans le monde anglo-saxon que dans le monde slave d'ailleurs, où certaines choses peuvent dire, où les travaux sur le cerveau se font, les travaux sur les hormones se font, ce que chez nous en Occident, c'est plus trop possible. Et donc, effectivement, je suis d'accord qu'on opère depuis plusieurs générations, pas mal de générations, c'est-à-dire on a déjà 3, 4, pour certains pays 5 générations, d'une nouvelle forme de l'humanité occidentale, blanche. Et je pense que malheureusement, pour certaines populations, je n'ose même plus dire peuple, parce que je pense que c'est population qui peuple les pays, mais qui ne sont plus le peuple, proprement dit, dans le sens du terme génos, c'est-à-dire les racines, la race grecque. Et donc, d'ailleurs, c'est ainsi qu'utilise le terme génos Nietzsche, parce que quand il parle de l'Europe, il parle finalement de la race. Constamment, en allemand, on utilise ce terme. D'ailleurs, pour lui, la race, c'est l'équivalent de la caste. Il y a vraiment pour lui cette idée qu'il y a un peuple qui arrive, qui prend une certaine position sociale dans une cité qui le domine, et ça, c'est une autre race. Et au-dessous se trouve un autre peuple et qui coexiste naturellement, et il ne se mélange pas. C'est son idée, vous relisez surtout ses œuvres commises à la fin de sa vie psychique, c'est-à-dire avant 1889. Je parle de 4 janvier. Voilà. Et donc, je pense que ce problème de sélection, et pourquoi d'ailleurs les antiracistes sont tellement pas trop avancés, parce que non seulement qu'ils pensent qu'il n'y a pas de différence entre divers types de
populations bipèdes qui ont la capacité de parler, qu'ils appellent les êtres humains. Voilà. Mais ils pensent surtout qu'il n'y a plus d'évolution ou de dégénérescence. Même qu'en fait, ce que nous avons comme actuellement humanité, c'est quelque chose qui l'espèce finie. Maintenant, on continue de travailler notre cerveau. Dans certains pays, c'est encore permis travailler, non pas, comme disent les crétins, les craniométries, mais on nous ouvre notre cerveau et on étudie ce qui se passe. Par exemple, même le point de cerveau des populations allemandes, qui peuplent allemand, est grandement diminué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ces études sont totalement interdites. Je vous rappelle que tout ce qui est eugénisme a été grandement porté d'abord en Grande-Bretagne au début du XXe siècle, puis à la fois dans un pays tel que la Suède, naturellement, ça a commencé, le Riksdag a voté la création de Rasseninstitut en Suède en 1920 et c'était appliqué en 1921. Donc c'était le travail sur l'eugénisme de la population. Donc c'était la maîtrise d'alcool, qui était la drogue de l'époque. On a fondé ce qu'on appelle le système Bola, qui est la vente de l'alcool par l'État, il existe toujours jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas acheter un alcool, une bière assez forte en Suède. Bon, ils ont vraiment travaillé, c'est-à-dire le Rasseninstitut qui était fondé à l'université de Uppsala en 1921, il a fait le travail jusqu'au 21 et au-delà de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à 1955, où ces ventes de l'alcool étaient enfin acceptées. C'était encore en Russie, on a fondé en 1922, encore non soviétique, parce que l'Union soviétique était fondée en 1922, donc encore en Russie soviétique, donc avant que cette fondation ne se fasse l'URSS, on a ouvert donc société eugéniste russe. Et effectivement, en 1933, au Troisième Reich, c'était fait, mais actuellement, on oublie ça, qu'en fait, c'était le travail après tant de recherches autour. Donc, c'était que les petits joueurs, les Allemands. Et donc, certaines recherches qui étaient faites par ces cercles, par exemple en Suède, ça a perdurer jusqu'en 1974, n'est-ce pas, qu'il y a certaines populations, certaines personnes, citoyens suédois, sujets du roi de Suède, étaient interdits de mariage pour certaines raisons eugéniques. Et donc, on pense que c'est fini maintenant. Et on pense qu'on n'élève plus les gens, on ne fait pas le travail sur le cerveau, on ne sélectionne pas dans le sens darwiniste, pense-t-on. Et j'estime que c'est totalement faux. Et quand je fais, par exemple, ce travail sur Macron, sur son équipe, je fais la même chose sur les soi-disant oppositions. Et je vois que, c'est devenu le sujet de mon enseignement, qu'ils sont dressés d'exactement les mêmes façons. C'est-à-dire ils sont déshumanisés dans le premier sens du terme. Par conséquent, ils ont les populations énormes en Europe. Ils n'ont pas seulement la capacité de mémoire d'un poisson rouge, encore qu'on calomnie beaucoup le pauvre poisson rouge. Il y a une bestialisation de la population, d'après laquelle on ne peut même plus mener s'adresser à une population. C'est-à-dire, on parle non plus en raisonnant, on s'adresse au peuple non plus en raisonnant, mais en envoyant les signes. Et on a vraiment l'impression que cette bestialisation de l'être humain, elle devient omniprésente. Exactement ce qu'on a fait en Ukraine en une décennie et demie, en 2 décennies, c'est-à-dire on a pris le peuple
slaves qui ne savaient même pas les raisons pour lesquelles ils doivent se tourner contre leurs frères orientaux, et on les a bestialisés. Et les soi-disant professeurs, les vrais professeurs universitaires qui ont obtenu le titre parce qu'ils sortent de la même sélection, ils ne sont même pas psychiquement capables de se poser les questions publiquement sur certaines nuances de ces conflits. Et cela est vrai dans chaque domaine. C'est-à-dire, dès qu'on entre dans le vif des sujets, on rencontre la non-humanité dans ce qui est fait de Homo sapiens et de ses formes les plus élevées de Homo sapiens, ce que nous avons est sur les ruines des civilisations de quoi nous vivons. Et le problème est tel que nous parlons les mêmes langues, nous avons toujours, par exemple en Occident, les mêmes églises avec le même Christ. Donc nous vivons dans une forme de décor, mais qui est en fait n'est que l'architecture de la déchéance totale de l'humanité. Et je fais ça, par exemple, tantôt avec l'équipe de Macron, comment il bloque, par exemple, avec son discours de vœux qu'il est prononcé, de vœux aux Français, qu'il est prononcé au 31 décembre dernier. C'est la déclaration de guerre au monde russe. C'est-à-dire, voilà, il y a le réarmement. Et on va prendre cette notion, nation française, les détenteurs de cartes d'identité, on va fabriquer de nouvelles colonnes infernales, je le décris, c'est-à-dire on va refaire le terror révolutionnaire, il se réfère ouvertement. Et donc, avec la religion de l'écologisme, on va les mener. Et vous allez suivre, de toute façon, vous allez suivre, n'est-ce pas? Et c'est exactement la même impossibilité d'entrer en discussion, par exemple, dans le monde germanique, universitaire, où chaque fois qu'on traite d'un philosophe, que ce soit Schopenhauer, que ce soit Nietzsche, que même quelques phrasettes de Goethe à ce propos, parce qu'il y a par exemple, Schopenhauer avec sa correspondance avec Goethe et Nietzsche avec sa filiation spirituelle avec Schopenhauer. Donc, il parle de l'Europe. Donc, qu'est-ce que c'est l'Europe pour eux? C'est une construction raciale, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se pose question comme Nietzsche? C'est quelle est la race est admissible en ethnie, peuple est admissible en Europe? Est-ce que les Juifs peuvent être admissibles? Il se pose ces questions. Ce serait bien que certaines noblesses germaniques se mélangent avec. Il le dit ouvertement. Est-ce que les Slaves sont admissibles? Et donc, par la suite, il rentre, je dirais, Richard Wagner est mort, et par la suite, il a certaines pulsions sexuelles avec son époux, sa veuve, donc Cosima, et donc pour provoquer l'attention, il commence donc à agresser les Germains et dire bah, même moi, je suis un Polonais, je ne suis pas Nietzsche, mais Nietzsche. Et donc, c'est les permanents jeux ethno-racieux pour eux. Et là, vous ouvrez les sujets, par exemple, des congrès philosophiques sur Nietzsche à Naumburg en 2023, en 2022. C'est-à-dire, on prend chaque fois le terme Europe, qui pour un philosophe de la seconde moitié du XIXe siècle, tel que Nietzsche, par exemple, est une notion raciale, ethnique, et seulement ça. Et quand son pacifisme est tellement fort à la Céline, après le voyage au bout de la nuit, et ces expériences de la guerre, parce que Nietzsche ne veut pas que les Européens s'entretuent entre eux pour qu'ils puissent, et ça c'est l'éternelle idée, d'élever les meilleurs... que les meilleurs ne s'entretuent pas, mais qui élèvent les meilleurs. Voilà, qu'il y a, au lieu de se battre pour des ressources, ils procréent. C'est son idée.
Mais donc, il utilise le mot Europe dans le terme nietzschéen, donc dans le terme racial, c'est ça, la vision nietzschéenne. Donc, qu'est-ce qu'ont fait actuellement les professeurs de soi-disant philologie? Ils saisissent le mot Europe et ils disent qu'Europe, c'est la communauté européenne des années 20 du 21e siècle. Et donc, ils disent, bah voilà, bah, Nietzsche, il nous prédit toutes les réformes de la communauté européenne et de Commission européenne. Donc, en fait, il parle comme Madame von der Leyen. Et donc, tout ça, tous les congrès sur Nietzsche sont fondés sur ça. Et donc, ces créatures-là, qui possèdent les titres de professeurs universitaires, sont appelés à analyser notre désastre de l'humanité. Hein? Par exemple, les séminables slavistes occidentaux, professeurs qui se spécialisent, soi-disant, sur le monde russe, qui étaient mes collègues, je sais comment ils fonctionnent à l'intérieur. Donc, ils luttent, soi-disant, contre Staline. Donc, ils disent que, bon, naturellement, actuellement, Poutine, c'est la suite de Staline, et donc, il applique la politique à la stalinienne, c'est leur discours hautement intellectuel sur la guerre, et donc, l'Ukraine, elle est dans ces frontières-là, anti-poutinienne, anti-stalinienne, et donc, c'est leur discours, hein, je réinterprète. Donc, en fait, ce qu'a fait Staline, il massacrait les Ukrainiens de l'Est. Et donc, ils ont été chassés de ce Donbass et Donetsk, et soi-disant les Russes qui sont venus. Et donc, luttons contre Staline, disent-ils, bah, et pourquoi pas? Donc, je entre en quelque sorte sur leur terre et je dis, bah, luttons contre Staline. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les partis que l'Ukraine a reçus grâce à Staline, à savoir le parti occidental de l'Ukraine, à savoir le Lviv, actuel en ukrainien, on dit, donc c'est pas toi, c'est la ville germanique de Lemberg, en russe on dit Lvov. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à partir de 1939, et puis à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre patriotique, effectivement, ces terres ont été annexées par Staline, par l'Union soviétique de Staline, et rejetées à quoi? L'Union soviétique, c'est-à-dire à la République ukrainienne, n'est-ce pas? Qui est redevenu dans ses frontières à partir de 1991, n'est-ce pas, avec les partis annexés, excusez-moi, par ce méchant Staline. Alors, rendons-les à la Pologne, naturellement. Parce que, regardons, là-bas, il y avait une statistique sur le territoire de cette Galicie ukrainienne occidentale faite pendant les périodes polonaises, c'est-à-dire entre 1918 et 1939. Et donc là-bas, il y avait, après les statistiques polonaises, il y avait autour de plus de 64% polonais, puis quasi 25% de juifs. Il y avait un peu plus de 7% de ceux qui se disaient ukrainiens. En fait, les Ukrainiens, ce qu'ils se disaient, c'était les Slaves qui ne maîtrisaient à l'époque aucune langue culturelle, ni l'allemand tout d'abord, ni le polonais, ni le russe, donc ils parlaient leur patois, et donc par ce fait, ils se disaient malorossiens. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont fait le nettoyage ethnique, c'est-à-dire plus de polonais là-bas, les juifs aussi par la force des choses. Donc, ils sont majoritaires naturellement, mais sur le territoire où ils ont fait le nettoyage ethnique, naturellement, c'est pour ça qu'il y a une telle haine viscérale entre les Polonais et les Ukrainiens. Mais on ne veut pas savoir ce que font les Polonais à la frontière ukrainienne avec le blé ukrainien actuellement. Je ne sais pas si on le dit, mais il faut lire pour ça le polonais et savoir, ils massacrent tout le blé ukrainien qui entre naturellement en contradiction parce que les pauvres Polonais sont soumis au dictat, les fermiers polonais, c'est comme les Italiens, les Français, ils sont soumis au dictat de ce parasite de communauté européenne. Donc, mais les Ukrainiens, mais entre
Bon, avant ces hostilités, les firmes américaines ont acheté les 17 millions d'hectares, naturellement, de terres cultivables en Ukraine, et où on peut produire naturellement du blé et d'autres denrées sans le contrôle. Donc, effectivement, c'est une des raisons de cette guerre. Donc, quand les Ukrainiens disent, quand le gouvernement ukrainien dit vous allez entrer en communauté européenne, d'ailleurs, c'est les parenthèses, c'est faux parce que tout était fait précisément pour avoir une fabrique à blé et d'autres denrées agricoles. Ils le vendent dans la communauté européenne, donc en fait, massacrer les paysans, comme on dit, les agriculteurs occidentaux. Donc on ne peut pas, il faut être carrément dégénéré, schizophrène, pour à la fois soutenir les Ukrainiens et en même temps soutenir les paysans français, italiens, allemands, polonais, etc. Bon, je ferme les parenthèses, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pousser vers l'ouest les Polonais, ils ont fait les Ukrainiens soviétiques, ils ont fait les nettoyage ethnique sur cette partie de Lvov, Lemberg, Lviv, comme on dit en patois, exactement comme les Polonais ont déplacé les Allemands, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, je dis, chaque fois qu'on avance cette idée, luttons contre le stalinisme, en fait, chez eux, ça signifie luttons contre le peuple blanc de l'Est. Eh bien, je ne dis pas luttons, d'accord, mais dans ce cas, cette partie occidentale de l'Ukraine, il faut la rendre à la Pologne, il faut repeupler cette terre des Polonais, il faut refoutre vos chers concitoyens ukrainiens vers l'Est. Mais non, ça non, c'est un tabou, parce que si vous allez briser ces deux points de mesure dans le monde académique, par conséquent dans le monde politique, journalistique, bah, tout de suite. Vous savez, par exemple, moi, je ne peux même pas intervenir, par exemple, dans le cadre français, même sur les radios et télévisions qui sont soi-disant de droite, parce qu'il y a tout de suite ces soi-disant analystes qui les contactent et qui les menacent, n'est-ce pas? Pour les raisons pour lesquelles j'interviens à la télévision d'État de Biélorussie. Et c'est là-bas que précisément j'ai la plus grande possibilité de parole. Tu avais vu, il y a certaines de mes émissions qui repassent sur YouTube ont été vues par environ 2 millions de spectateurs. Donc d'abord, ça passe à la télé. Et puis, ils remettent ça sur leur chaîne YouTube. Et donc, effectivement, seulement en Biélorussie, seulement sur les chaînes d'État, j'ai vu, le discours que je vous tiens actuellement en français a été vu en russe par environ 10 millions de spectateurs. Donc, c'est plus que notre Suisse à nous. Donc, c'est très important. Et donc, c'est la réponse à ta question, Pierrot. C'est ça. C'est que, avec cette population, on peut faire tout. Et exactement comme avec l'Allemagne, qu'est-ce qu'on fait actuellement avec pourquoi je pense qu'on va vers un événement qu'on peut appeler comme on veut. Et certains disent que la Troisième Guerre mondiale a déjà été, ce sera la quatrième. Bon, mais vous savez ce qui s'est passé naturellement quand on a fabriqué cet État officiel qui est Rzeczpospolita, la République polonaise, en 1918. Cet État qui n'existait pas après le troisième partage Pologne en 1795. Donc, le peuple polonais existait, ce qui d'ailleurs prouve que le peuple peut exister sans État, hein, pas seulement les Juifs. C'est-à-dire, le peuple existait parce qu'il y avait une langue, il y avait une civilisation, il y avait une culture, il y avait une religion comme la coque, la religion catholique, qui est une espèce de coquille qui les fermait et qui préservait le peuple polonais. Vous pouvez vivre à côté des Allemands, la ville de Gdańsk, c'est Gdańsk, la ville germanique par excellence, mais les Polonais vivaient autour, et donc on recrée cet État et qui commence naturellement avec ce couloir de Gdańsk, provoquer, maltraiter leurs concitoyens de souche almanique. Et donc, peu à peu, on a abouti à une forme de casus belli, naturellement, qui fait en sorte que la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre au Troisième Reich. Ouais. Et bien,
C'est pour ça que quand on dit, bah, Monsieur Livry, vous êtes pro-Poutine, c'est complètement débile ça. J'analyse ça avec toute la neutralité helvétique qui m'habite. Et donc, ce qu'on fait actuellement, bah, puisque ça a fonctionné, on aurait fait exactement la même chose avec l'Ukraine. On fabrique un État postiche, on recrée cette idée d'une grandeur ukrainienne du siècle précédent, qui serait le berceau de tout le monde slave, naturellement. Les Russes doivent tout. Donc, exactement la même chose qu'on a fait dès 1918 avec l'argent britannique et partiellement français en Pologne. Puisque qu'est-ce qu'on a dit? Vous n'êtes pas seulement la République polonaise, vous êtes surtout l'héritage de ce grand État, cette grande république ou avec la république monarchie, avec la monarchie élective naturellement, avec la capitale à Cracovie, donc qui allait depuis la mer Baltique, qui avait la frontière avec l'Empire ottoman, et naturellement où tout le monde voulait être élu le roi, n'est-ce pas? Il y avait une monarchie élective, comme actuellement, le seul qui existe actuellement, c'est au Vatican, naturellement. Et donc, même les princes français ont été élus. Le duc d'Anjou, après la nuit de Saint-Barthélemy, n'est-ce pas, Henri d'Anjou, donc la nuit de Saint-Barthélemy, c'est 1572, et l'année suivante, 1573, Henri d'Anjou, le prince héritier de France, a été élu, n'est-ce pas, le roi de Pologne. Henri Ier, n'est-ce pas? Donc, l'année suivante, en 1974, son frère aîné Charles IX était mort à Paris, donc il se taillait avec le trésor de Cracovie, passant, n'est-ce pas, par la Florence, de sa maman, vers Paris, donc jusqu'à ce que Jacques Clément ait l'assassinat au début du mois d'août de 1589, il se disait Henri III, roi de France, et Henri Ier, roi de Pologne. Comme disaient les ligueurs parisiens, Henri, par la grâce de sa mère, inerte roi de France et de Pologne imaginaire. C'est le journal Registre de Pierre de l'Étoile qui parut chez Droz, chez nous en Suisse romande, qui le relève. Bah, effectivement, la Pologne imaginaire, il est resté jusqu'en 1918. Et on crée cela. Et on aboutit cette nouvelle république et on proclame effectivement, vous êtes cette république polonaise, Respublika Rzeczpospolita, vous êtes héritier direct de cet État multinational, Pologne-Lettonie, donc qui était gouverné par les Vasa suédois et donc par toutes les dynasties polonaises qui sont partiellement devenues directement devenues parents de Louis XV de France, les Leszczynski naturellement. Voilà, et donc vous avez droit à tout. Et donc on les excitait contre le Troisième Reich voisin. Donc, puisque ça fonctionnait, pourquoi ne pas refaire la même chose avec l'Ukraine et face à la Russie? On l'aurait fait. Et quand on me dit, ben, c'est trop compliqué, parce que à ces anthropoïdes, qui, pour la plupart, les professeurs universitaires français, professeurs de lettres, ne parviennent plus à écrire la langue française sans foutre 3 fautes par phrase, ce que j'enseigne dans mes séminaires académiques en Russie, avec les documents du ministère de l'Enseignement supérieur français. Et c'est trop compliqué. Bah, et c'est vrai que c'est trop compliqué. Je suis tout à fait d'accord parce que quand on commence à voir ça, c'est-à-dire de génération en génération, où la nouvelle formule, la même méthode se répète, bah, c'est trop compliqué, naturellement. Mais ce qui sépare précisément nos gouvernants de ceux qui, comme disait Nietzsche, ne parviennent pas à nommer même leur grand-père, et encore, eh bien,
c'est l'apprentissage de l'histoire. Par exemple, dans ma famille juive qui était soviétique, on m'apprenait dans ma famille qu'est-ce qui faisait mes ancêtres, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième génération. Non seulement comment on les nommait, non seulement où ils habitaient, mais comment ils agissaient. Pourquoi prenaient-ils une telle décision? Quelle force était en jeu pour agir comme ça? Tandis que nous, nos hommes, les créatures bipèdes qui nous gouvernent, ils étaient sélectionnés dans la façon darwinienne du terme, c'est-à-dire comme on élève les chiens, comme on élève les fleurs, c'est-à-dire on sait qu'au bout de 7e, 8e génération de petits rats, on parvient déjà à obtenir les modifications. Donc je vous assure que ceux qui nous gouvernent, eux, ils ne peuvent pas nommer leurs arrière-grands-parents, ils ne savent même pas comment on les appelait, ils ne savent même pas où ils étaient enterrés. Et je vous assure que, je n'aime pas le dire publiquement, mais je suis appelé parfois à faire les séminaires assez complexes chez moi en Suisse, parmi ce type de personnalités. Ils s'intéressent à toutes ces nuances. Ils s'intéressent à des doctrines que nous détestons par réflexe. Par exemple, le marxisme. Hein, n'est-ce pas? J'étais à l'époque, je pense, l'unique juif qui écrivait à l'Action française à Paris. Il y avait le journal l'Action française 2000, qui était dirigé par Pierre Pujaut, qui était le fils de Maurice Pujaut, le compagnon de Charles Maurras. Donc, j'ai écrivé là-bas et j'ai fréquenté l'univers parisien de l'Action française. Donc, ce vieux-là, qui sont déjà morts, il disait, non, plus bête qu'un marxiste qui n'a jamais lu l'enquête sur la monarchie de Maurras, peut être un maurassien, un monarchiste de l'extrême droite. C'est rigolo, qui n'a jamais ouvert le Capital de Marx. Donc, effectivement, ceux qui nous gouvernent, ceux qui prévoient déjà de partir, déménager pour l'Argentine, ils s'intéressent à ces choses-là. Ils s'intéressent à des idées complexes, à les idées de manipulation de foule, à comment on conditionne des foules et comment on les conditionne à la sauce marxiste, n'est-ce pas? Puisque nous vivons dans ces vomis de Trotsky et nous ne savons même pas dans lesquels immondices trotskisante nous nageons. Et nous utilisons, quand vous écoutez, quand vous décryptez les discours des sphériques démocrates, je veux dire, ceux qui, soi-disant, résistent au pouvoir mondialiste en Scandinavie, en Suède, ils manipulent le discours trotskiste parce qu'autrement, ils ne seraient pas compris, n'est-ce pas? Quand la fille de Jean-Marie Le Pen, elle parle comme une propagandiste marxiste. Elle utilise les termes marxistes sans les comprendre. Exactement comme le fait Macron. Exactement comme fait Zemmour. Ils nagent tous dans ces voies parce qu'ils sont totalement en culte. Parce que ce qui c'est leur, soi-disant, culture actuelle, c'est de citer. C'est-à-dire, on cite quelque chose, un auteur, sans comprendre, on arrache les citations. On ne comprend ni de l'époque de laquelle il parle, ni à quel propos il prononçait ce discours ou ces mots. Mais c'est un peu qu'on fait mon corréligionnaire Zemmour dans ces réunions de Paris. Ah tiens, je vous cite Chateaubriand. Mais c'est complètement arraché du contexte. Et c'est pour cela que, et ça c'est l'horreur, qu'ils sont incapables de réformer. Ils confondent viscéralement la notion d'accéder au pouvoir et être capable de réformer. Ils esquivent cette question. Parce que quand on leur pose cette question, comment vous allez le faire? Monsieur Trump n'a pas réussi.
même si on vous offre ce pouvoir, comme on a offert à l'équipe précédente en Italie, avec M. Salvini, quand, en tant que ministre de l'Intérieur, il essaie de faire appliquer les lois italiennes, bah, il a tout de suite compris que s'il continue, il va se retrouver à la même cellule de la Haye que M. Milosevic, n'est-ce pas? Et il a tout de suite tourné la veste, n'est-ce pas? Et maintenant, on reprend la même équipe. Et chaque fois que cette équipe arrive, je dis, bah, ils n'ont pas d'outils psychiques pour lutter contre certains pouvoirs supranationaux qui appliquent ces lois, ces volontés, qui imposent ces lois uniques, qui dressent les peuples de l'Occident comme les coups de fouet. Et chaque fois qu'on aborde ces sujets, comment ils esquivent ces sujets? Parce que c'est trop fort pour eux, parce qu'ils ont peur. Hein? Il y a une quinzaine d'années, j'ai suivi un séminaire sur le placement financier. Et donc, le lecteur, c'était un Russe qui est devenu multimilliardaire. Maintenant, il vit en Californie et déménage en Argentine, comme tout le monde. Parce que c'est là-bas que ce petit homme actuellement se fera le centre de survie. Et bien, c'est pour ça que ce gouvernement a été élu, pour permettre déjà normaliser ces grands achats terriens et qui ont fui la Suisse neutre, je veux dire, les capitaux qui ont fui la Suisse neutre, qui n'est plus neutre tout à fait, pendant la Première et Seconde Guerre mondiale et qui ont acheté maintenant, qui ont réinvesti ces fonds. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il disait? Au début de ses cours sur le placement financier, c'est un de ses conseils qui m'a rendu libre financièrement. C'est une personne géniale qui n'a aucun diplôme d'ailleurs. Il a distribué le bonbon au chocolat suisse, Lindt. Et donc il dit, bah, mangez maintenant. Donc ceux qui n'ont pas de problème avec le diabète, ils ont mangé. Il a répondu à cela. Donc, est-ce que vous avez ce goût agréable? Bah oui, naturellement. Et je dis, bah maintenant, chaque fois que quelqu'un, un businessman, un homme politique, une femme, vous promet quelque chose de charmant et vous ressentez le même plaisir, fuyez-le, ne l'écoutez pas, il va vous avoir, n'est-ce pas? Et donc, chaque fois que vous écoutez les opposants politiques, non pas les futurs réformateurs, vous entendez ça. Et chaque discours infantile ne l'aborde pas ce sujet. Voilà. Il paraît qu'au Danemark, on lutte efficacement avec les intrus. Eh bien, faisons ce Danemark chez nous en Espagne. Non, ça ne fonctionnera pas, parce que le Danemark, il a un rôle à jouer dans l'OTAN, parce que le Danemark a permis aux États-Unis d'écouter ses propres alliés. C'est un des plus grands scandales qu'on ne veut pas entendre. Il est public. Donc les États-Unis ont écouté ce que disait Mme Merkel et François Hollande à l'époque. Donc, depuis le Danemark, parce que là-bas, ils ont construit le centre de l'écoute. Et donc, effectivement, c'est un pays qui est lié, effectivement, de façon charnelle par les liens assez drôles, par exemple, comme l'explosion de Nord Stream, si on s'intéresse. Voilà, par exemple, les chefs de l'OTAN sont quasi toujours élus, comme actuellement, de ces milieux ethniques, n'est-ce pas? Parce que quand on parle du Danemark, on sait ce qui c'est exactement le même fonctionnement, même linguistique qu'en Norvège, parce que le bokmål, c'est la langue norvégienne, c'est à 95% la langue danoise. Donc, actuel chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est le plus pro-américain et plus que n'importe quel Américain. Donc, ils ont les facilités au niveau local parce qu'ils rendent globalement, sur le plan cosmopolite,
ils rendent les services extrêmement utiles. Et c'est pour cela qu'on leur dit, effectivement, votre petite population a à peine 5 millions d'habitants, même pas de moitié de l'Île-de-France, on va vous éviter que les nouveaux arrivent. Parce que si vous connaissez l'existence, comme on vit au Danemark, vous savez qu'il y a déjà assez naturalisé, et en plus, il y a la frontière qu'on peut traverser n'importe comment par les citoyens suédois, parce qu'il y a la Nordisk Union qui dure depuis 3/4 de siècle déjà. Et donc, toute cette population pour la chasse pour la Suède, des Malmes et des environs, qui peut naturellement, avec les passeports suédois, et quand on est, je rappelle à nos grands européistes, quand on est réfugié politique en Suède, on devient suédois au bout de 4 ans, non seulement soi-même, mais tout son clan. Et la mairie de Malmö offre ces services à grande échelle depuis des décennies. Donc, effectivement, vous le voyez, cette population qui arrive, les vrais Suédois, quoi, avec les passeports et qui fout le bordel à Copenhague. Je me souviens, au moment de Ramadan, j'étais là-bas avec ma campagne, et il y a 2 bagnoles qui s'arrêtent quasi à côté de Palais Royal, comme ça, au Carrefour, et commencent à gueuler en arabe. Je reconnais même l'arabe algérien, c'est Sabir. Et donc, le flic se trouve juste à côté. Il bloque tout le passage. On bagnole, quoi. Donc, 2 bagnoles suédoises avec la lettre S, pas DK, pas de Danemark. Voilà. Et il y a le flic, donc je l'adresse, parce que tout le monde comme ça, là, si on parle le suédois, on peut parler en suédois et on nous répond en danois. Donc, ça se passe comme ça. Donc, je lui adresse, mais qu'est-ce que vous faites quelque chose? Et il dit, je peux rien. Parce que vous ne pouvez pas expulser ou faire quelque chose avec le citoyen suédois. Vous pouvez lui coller l'amende, ça va les exciter, ils vont sortir des voitures. Donc, vous me le laissez parler. C'est exactement comme la politique à la française. C'est là-bas, ça fonctionne. Mais oui, les nouveaux n'arrivent pas. Et donc, ces dégénérés débiles, ils vous disent, par exemple, chez nous, en Italie, on va faire la même chose. Chez nous, en France, on va fabriquer un nouveau royaume de Danemark. Mais comment réellement? Est-ce que la France, la République dite française, va devenir ces minuscules pays nordiques sur le Jutland, sur le Jylland, avec la place extrêmement topographiquement important pour toutes les réformes actuelles? C'est actuel, le Finlande et la Suède sont quasi devenus membres de l'OTAN, et la mer Baltique est devenue membre interne à l'OTAN, ce qu'ils proclament d'ailleurs officiellement, tous. Donc c'est réel, et cette réalité, c'est leur casse, cet infantilisme. Vous comprenez, ce goût de sucrerie à la bouche. Et c'était très drôle de causer, échanger. J'ai gardé toutes les correspondances avec les environnements de Marine Le Pen, avec l'environnement de nationalistes belges, avec les soi-disant Zimouriens, qui me cassaient, même avec les Italiens, citoyens italiens de Val d'Aoste, sont francophones. Et la même chose, on va faire chez nous, en Italie, c'est Danemark. Mais comment vous allez le faire? On va le faire. Surtout, ne posez pas les questions. C'est infantile. Vous comprenez? Et j'ai analysé avec les psychiatres spécialistes d'anthropologie les discours de Zemmour. Il s'adresse vraiment à notre enfance. C'est-à-dire exactement comme le font, par exemple, les Sverigedemokrater. Ils utilisent le même. Comment c'était sympa dans notre jeunesse, dans notre enfance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est l'enfantillage. Et quand vous savez ce qui se passe dans le corps d'enfant, sur le plan hormonal, vous comprenez cela. C'est-à-dire, il n'y a pas plus gros drogués que les enfants, n'est-ce pas? Vous avez les opioïdes, n'est-ce pas? Vous avez les cannabinoïdes qui sont naturellement produits. C'est pour ça que dans notre enfance, le monde est effectivement rose. Parce que même si on était fixé et mis dans les coins, comme moi, par exemple, l'Union soviétique, c'était assez rude. Ici en France, on ne met pas trop dans le coin, mais là-bas, c'était courant. Le monde est quand même magnifique. Pourquoi? Parce que notre cerveau produit des opioïdes. Les enfants sont
les grands toxicomanes qui rêvent naturellement de retrouver leur enfance, le monde éternellement rose. C'est pour ça que parmi les nations occidentales, et ça c'est une vision nietzschéenne, d'analyser les peuples comme les corps d'humains, il y a une telle demande d'opioïdes, c'est-à-dire les peuples entiers, les nations entières veulent revenir à tout allure dans leur enfance. Exactement comme les corps d'adultes, ils produisent des alcaloïdes, n'est-ce pas? Essayez de ne pas manger pendant 2 ou 3 jours, puis manger un gros steak, vous allez être un peu dans un état d'ébriété avancé. C'est pour ça que ces religions qui interdisent la consommation des alcools sont assez non scientifiques, peut-on dire, parce que notre corps, via notre estomac, il produit, le corps d'être humain, il produit les alcaloïdes. Donc, cette bestialité mais Dieu ne peut pas le savoir. introduit dans notre discours soi-disant politique, et vous avez les futurs, les pseudo-opposants qui se comportent, regardez ce qu'ils disent, tous ces dégénérés des singes, encore à 2 pattes, qui disent non, on va le faire. Et comment? Ah non, surtout pas, ne posez pas les questions. Je saurais, je vais le faire. Et exactement comme le faisait M. Donald Trump. Il n'a même pas foutu de construire son mur si nécessaire avec le Mexique, non seulement à cause de l'échange qui arrive n'est-ce pas, de tous les Guatémaltèques, mais surtout de tout le trafic des opioïdes qui se fait, et parce que ce sont quand même les plus grands consommateurs de ces produits. Et l'establishment policier des États-Unis permet ça. Et donc, vous avez ces pseudo-opposants qui ne sont pas réformateurs, qui vous tiennent, comme Zemmour, comme Marine Le Pen, comme les Sverigedemokrater, comme les Alternatives für Deutschland également. Ils vous tiennent le discours infantile. C'est quoi l'AfD, Alternative für Deutschland, dans notre Allemagne voisine? C'est aussi les sélections anthropologiques purement, n'a rien à voir avec le discours politicien. C'est quoi? C'était le Troisième Reich. Donc, il y avait la zone d'occupation soviétique qu'on appelait l'ex-RDA, Deutsche Demokratische Republik. Et là-bas, il y avait le pouvoir soviétique. Donc, il y avait les glacis, non pas communistes, n'a jamais existé, socialistes. Donc, ils ont, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait un truc génial, peut-on dire. Puisque nous sommes gouvernés par le Parti communiste, nous construisons le socialisme, sont gouvernés par le Parti communiste. Donc, nous n'avons rien à voir avec le Troisième Reich. Et donc, toute la haute destruction psychique, ils l'ont rejeté. Ils ont continué à une forme de sélection anthropologique du cerveau, cerebral sorting, à l'ancienne. Et donc, ces personnes-là, à l'ancienne, sont arrivés en grande masse en 1991, au moment où les 2 Allemagnes étaient unies. Donc, ils ont vu, ce que moi, je vis en France, la destruction d'une grande civilisation sous mes yeux. Et ça leur fait mal. C'est-à-dire les gens qui ont eu même 8 ans en 1991, quelque part à Leipzig, à Dresden, à Weimar ou à Naumburg ou à Berlin-Est, eh bien, ils ne supportaient pas ça. Mais ils étaient éduqués, dressés, sélectionnés par l'État. Vous comprenez que quand le système vous éduque jusqu'à 7-8 ans, on ne peut plus vous changer. Vous comprenez, ces enfants djihadistes qui ont passé dans les zones de conflit, qui ont vu les têtes égorgées, on peut les emporter où vous voulez, ce que vous faites, mais on ne peut plus les éduquer. C'est bon, ils sont dressés, sélectionnés, le cerebral sorting est fait. Et donc, c'est la population traditionnelle germanophone, anciens citoyens, Bürger, von Deutsche Demokratische Republik, ils ont aussi éduqué leurs enfants. Ce sont les électeurs des Alternatives für Deutschland. Mais
ils vivent dans un univers où l'État, il n'y a plus de manivelle étatique, il n'y a plus de cérébral sortique à la sienne. Donc, ce qu'ils font, ils opposent leur famille à l'État. Tout simplement, ce qui se passe, au bout d'une génération, ils vont être effacés. C'est vrai. Et c'est la fin. Et c'est pour ça que j'estime, c'est pour ça que je me suis éloigné de tous ces cercles autour de Zemmour en France. On m'a fait énormément de propositions en Suède. Je veux dire, vous êtes juif, monsieur Livry, venez, on a besoin de parler, vous parlez suédois, donc causez un peu. Non, c'est pas possible. Donc, je m'adresse à des cercles assez fermés. Chez moi en Suisse, et d'ailleurs, je vous encourage, où je peux n'y pas me maîtriser, je vous demande d'éteindre vos portables et analyser sur le plan anthropologique notre propre désespoir. Parce que, je vous assure, il suffira à peine quelques années que les citoyens français, détenteurs des cartes d'identité françaises, les sujets du roi belge, en fait, toute cette population francophone, iront mourir. Ou mourir tout simplement avec les bâtons s'il faut. Et ça se dresse très facilement parce qu'on élève les singes. C'est quoi le singe? Le singe, c'est trois désirs. Le désir de sécurité et de ressources, le désir de reproduction. Et qu'est-ce qui fait le plus grand singe quand il est peut casser la gueule à tous les autres mâles? Il monte sur le palmier, il gueule, je suis le plus fort, type King Kong. Donc c'est la domination sociale. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'être humain est devenu ce que nous sommes? C'est de sortir de ces trois réflexes basiques. Et le plus grand problème de notre sélection, c'est que de cela, on ne parle plus. Vous comprenez, chers spectateurs? Et moi, je suis passé par là. Vous savez, j'ai affronté les prisons en Suisse. À Bâle, à Waakhof, n'est-ce pas? J'étais bien emprisonné. J'ai affronté tout l'establishment universitaire de l'Occident. On a naturellement volé ma thèse de doctorat. Il y avait le moment où je n'avais pas à quoi acheter de la nourriture. Il m'est arrivé ça. Mais je me disais, il y a le moment où la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si tu te comportes comme un singe. Et c'est vrai que... C'est clair. L'opulence est venue à moi-même au moment où je commençais à dire clairement ce que je pense et à vivre selon mes propres préceptes. C'est extrêmement dur parce que quasi chacun devient votre adversaire. Parce que quand je deviens helléniste, je suis plus fort que les hellénistes. Quand je suis philosophe, je suis plus fort que les philosophes de l'université, j'ai dit. Quand je suis slaviste, n'en parlez pas. Et ainsi de suite. Et dans le politique, c'est comme ça. Dès qu'ils disent quelques mots, je décèle tout de suite ce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent toujours. Ce sont les singes qui tiennent encore à deux pattes. Mais ça va, ils vont être baissés. Ils vont baisser par le langage, par le logos. N'est-ce pas? Et ils massacrent eux-mêmes leur langue natale. En Allemagne, en Suède, en France, regardez ce qui se passe, cette immondice woke, comme on le dit, ou en Grande-Bretagne, aux États-Unis, on n'en parle pas. Et naturellement, on exporte ça dans le monde russe. Parce que qu'est-ce que c'est la langue, soi-disant, ukrainienne, c'est pas toi. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire, on prend la grande langue créatrice, laquelle est toujours la langue à l'origine de l'aristocratie guerrière, que ce soit le grec ancien, forme littéraire, que ce soit le latin, que ce soit le français, comment le français est devenu la langue de chaque
aristocratie à une certaine époque jusqu'aux États-Unis, parce que l'aristocratie guerrière francophone était la plus efficace, la plus barbare, comme disait Nietzsche, massacrait les plus. Et donc, ils ont créé l'État le plus violent. Et donc, ça a généré les artistes les plus violents, ceux qui ne voulaient pas prendre les armes. Ils, leur testostérone, leur masculinité toxique, ils éjaculaient, si vous permettez, dans une forme de créativité. Donc, le russe, c'est aussi la langue de l'élite guerrière qui ont acquis, n'est-ce pas, et qui ont vaincu leurs voisins, les Polonais, les Ottomans, les Suédois, et tout cela, cher ami. Et qu'est-ce que c'est? Et donc, comment on massacre actuellement le monde russe? Non pas trop par les armes occidentales, on le massacre par le langue. N'est-ce pas? Toi, le russe, soit comme ceux des Slaves de l'Ouest, apprends à parler le patois. Hein? Comme ça, tu pourras te venger de tes ancêtres méchants. Hein? On reproduit exactement la même chose qu'on fait chez nous en Suisse. N'est-ce pas? C'est quoi notre civilisation, notre confédération helvétique? On est devenu riche par quoi? Par les banques? Ben non, avant d'investir du pognon dans les banques, il faut le gagner. Ce n'était pas avec 3 ou 4 vaches et la montagne qu'on le faisait. On faisait les corporations guerrières et on était les plus utiles dans le massacre. C'est tout. C'est-à-dire quand j'ai étudié l'histoire des guerres dans certaines écoles de guerre depuis l'université d'Uppsala, c'est lorsque les chevaleries n'étaient plus efficaces face à une évolution technologique, les canons, n'est-ce pas? Eh bien, c'est les Suisses qui ont commencé, n'est-ce pas, à fonder les corporations. On appelle chez nous, par exemple, encore à Bâle ou à Zurich, on se balade, il y a les Zunften, les corporations, ce que Benito Mussolini a essayé de rebâtir, n'est-ce pas, en Italie. Le fascisme, c'est le corporatisme, disaient les trotskistes vindicatifs. Voilà. Et donc, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a les Schlüsselzunften, les corporations de serruriers, il y a les Waffenzunften, ceux qui faisaient les armes, etc. Il y avait aussi les corporations de guerriers qui signaient les contrats et qui s'entraînaient. C'est tout. Ils ont appris dans leur canton, à commencer par Schwyz, Zug, etc. N'est-ce pas? Ils s'entraînaient. C'était essayer de dire à un chevalier, tiens, va t'entraîner, il va te donner un coup de poing. C'est normal, il est dans le métier depuis son enfance. Voilà, mais cela, il s'entraînait, il signait le contrat comme le fait, par exemple, les corporations des serruriers. C'est-à-dire, tu ne recules pas. C'est tout. Et donc, ils s'engageaient, ils pillaient de leur sang. Et pourquoi on les embauchait? Parce que c'était ceux qui s'entraînaient de plus, ils étaient les plus efficaces dans le massacre. Et par la suite, quand les Allemands, les Landsknecht des pays germaniques, de Deutschland, ont commencé à les copier, c'était les conflits conflits ouvriers, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand les princes de Milan embauchaient les Suisses, les Helvètes et les Allemands, et on les mettait de l'autre côté du camp, au moins avant de campement, au moins avant le combat, sinon ils réglaient leur conflit de travail en s'égorgeant, n'est-ce pas? Et par la suite, l'argent rentrait. C'était pas Bismarck qui organisait les premières retraites, c'est les corporations de guerrières helvétiques, suisses, parce que naturellement, si tu ne reculais pas, si tu respectais les clauses du contrat, ta famille avait la pension à vie, n'est-ce pas? Donc, tout se fait par les armes. C'est pourquoi les universités suisses étaient les plus florissantes, parce que c'était pillé avec le pognon de guerre, du sang. Et comment les banques suisses ont commencé par exister. Ce n'était pas seulement les droits de passage. Il y avait naturellement le droit de passage. Si on voulait passer de Bourgogne ou de Paris en Italie, naturellement, il fallait payer le droit de passage, ça c'est normal. Mais aussi, on louait les maîtrises de combat, c'est-à-dire on était le plus efficace dans le meurtre. Essayez d'enseigner ça maintenant dans une université suisse, même si vous êtes un professeur universitaire, vous allez dégager d'un coup. Hein? Parce qu'on est riche parce qu'on vend du chocolat et du Rolex. C'est débile. Et c'est comme ça.
Et c'est fini. Pourquoi ce qu'on enseigne, ce professeur d'anthropologie de langue russe ou même israélien, pourquoi on est blanc? Parce qu'on est allé vers le nord de plus. Parce qu'on affrontait la réalité. On ne bouffait pas du chocolat ou de la drogue. On affrontait le climat nordique de façon les plus... On était les plus violentes. Et aussi, on savait résister à la réalité. On ne disait pas... on va faire une Danemark à Paris. Complètement dégénéré, ces ordures. Et c'est là que vous pensez qu'ils vont résister à ceux qui sont comme moi, je sors, c'est-à-dire qui enseignent de génération en génération le fonctionnement, son anachronisme. C'est-à-dire, par exemple, mes ancêtres, quand ils vivaient à Riga, Riga, c'était une ville suédoise au XVIIe siècle. Donc, on m'expliquait comment mes ancêtres juifs vivaient dans le cadre non plus alémanique, mais suédois. Pourquoi ça a fonctionné comme ça? Ça, quand je vois ces créatures qui pensent réformer face à cette vision, et qui ne connaissent même pas leur arrière-grand-père, qui ne savent même pas où ils sont enterrés, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et c'est le phénomène de masse. On procède à un cerebral sorting, fabrication de votre cerveau de singes. Vous êtes encore à 2 pattes, mais bientôt vous allez descendre à 4. C'est pour ça que nous devons reconstruire ou nous attacher à nos traditions, ou les inventer s'il le faut, que nous devons travailler sur nos ancêtres, d'où nous venons pour aller là où on va, et nous devons être, quel que soit qui nous sommes, nous devons en plus, au minimum, être un guerrier. Anatoly Livry, je te remercie beaucoup. On voulait faire 45 minutes, on a fait 1h30, mais c'est comme ça. En tout cas, on peut toujours te retrouver sur ton site, c'est anatolylivry.com. Oui, c'est quelque chose comme ça. Oui, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et nous nous retrouverons dans les montagnes suisses un de ces jours. On va faire de l'entraînement. Avec plaisir. Au revoir, chers spectateurs. À bientôt. Au revoir, Pierrot.